Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, vous m'avez fait rigoler ce matin pour la simple raison que ne tant pas au Togo, je dois répondre aux questions venant du Togo. Et la question cette fois-ci qui a pris d'assaut mon téléphone est la question relative à Abbas Kaboua. Ils veulent savoir où se trouve Abbas Kaboua. Quand certains écrivent, envoient même un élément de Facebook sur un certain Ananis Sossou, comment dirais-je, innocent, qui se pose aussi la question de savoir où se trouve Abbas Kaboua. Mais tout aussi, je me pose moi aussi la question, en quoi moi je suis concerné par Abbas Kaboua? Je vis pas au Togo, et ce depuis plus de 20 ans. Certes, en 20 ans, j'ai fait au moins 13, 14, 15 jours au Togo, en plus de 20 ans, mais je ne saurais savoir qui fait quoi, qui est là, qui n'est pas là, qui est malade, qui n'est pas malade, qui est, comment dirais-je, parti en voyage et qui n'est pas parti. Mais vous me demandez plus que je peux le faire, pour être franc. J'ai voulu dire aux Togolais d'être sérieux et de ne pas m'embrouiller avec des choses qui n'ont pas vraiment, c'est pas une valeur ajoutée dans la lutte. Mais je me dois de répondre parce qu'il n'y a pas une mauvaise question. Au fait, toutes les questions se valent. Dans une question tordue, il y a toujours quelque chose qu'on peut redresser par une réponse intelligente. J'ai voulu faire cet exercice et vous dire qu'en un temps, je vais faire 2 lancers. Il y a les questions relatives aussi sur la sortie de mon confrère Ferdinand Haïté sur tout ce qui est de paranormal, d'occultisme, de fétichisme, chose dont il a beaucoup parlé et dont j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'égards. Il faut qu'il en soit fier de lui. Il a fait un travail de journaliste, quoique j'ai lu dans des commentaires des gens qui lui disent qu'il n'est pas journaliste, il n'est pas journaliste. S'il était un journaliste, il n'allait pas dire des choses qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Mais quand les gens écrivent sur Skull and Bones aux États-Unis, ça faut parler aussi de ce côté sombre des élites américaines. L'occultisme, le fétichisme, prenez tout ce que vous voulez, se trouve aussi dans les pays qu'on ne pensait pas y être. Il faut lire le livre Skull and Bones. Vous avez tout. Même la famille Bush sont trempés à fond dans des conneries ésotériques comme ça, dans des conneries de fétichisme et autres. Et qu'à cela ne tienne, les nazis avaient créé leur propre occultisme, où ils enterraient 7 personnes. Si vous allez dans les archives, vous retrouvez tout ça là. Il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas pourquoi les Togolais, eux, ils ne lisent jamais. Quand vous êtes sur Google,
donnez un mot et vous faites rentrer le mot et puis bon, ça peut vous sortir. Quand vous finissez ça, écrivez à la fin livre. Vous pouvez dire occultisme, virgule, livre. Vous aurez tous les livres liés à l'occultisme. Et vous verrez les auteurs qui n'ont pas pris le temps à danser, aller applaudir des voyous, mais à se concentrer pour voir pourquoi le voyou nous dirige. Pourquoi on n'arrive pas à défaire un voyou? Donc, en second temps, je vais vous parler de ça. D'abord, j'ai voulu commencer par le cas Abbas Kaboa. Je vais être franc avec vous, comme toujours. Il y a des personnages, il vaudrait mieux les oublier tout de suite, qui ne sont pas sur la place publique. Et pour cela, je vous donne l'exemple de Matthias Rust. Matthias Rust, c'est ce petit passionné de l'aviation. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit avion et il se donne comme pari de le déposer sur la place rouge à Moscou. Vous savez très bien que c'est les lieux les plus protégés au monde. C'était son défi. Il embarque et il arrive à contourner tous les radars jusqu'à déposer son avion sur la place rouge. Ce qui veut dire que s'il avait même une bombe atomique, il pouvait faire exploser le tout Moscou. Ça a été la plus grande humiliation que la Russie post-soviétique a connue. Vous savez que ça fait comment dirais-je, dégrader beaucoup d'officiers russes. Des généraux ont été jetés en prison, d'autres ont été vraiment dégradés et consorts. Mais à l'ouest, Matthias Rust, ce petit, cet Allemand, il est né en 68. Curieusement, c'est depuis le Togo que je suivais cette affaire, ne sachant pas dans le temps que je vais même déposer mon baluchon en Allemagne. Tout était fait pour que je dépose mon baluchon plutôt au Canada. Mais à la dernière minute, c'est en Allemagne que j'ai déposé mon baluchon. Vous savez, le destin, il a toujours été comme ça. Donc, une fois arrivé en Allemagne, on parlait beaucoup de Matthias Rust. Et j'ai poussé encore la curiosité pour mieux connaître. Mais à la fin, Matthias Rust, qui est un héros à l'Ouest et surtout en Allemagne, va commettre quelque chose de dingue. Il va à l'hôpital et il va vouloir violer une infirmière. Il est arrêté et les Allemands se disent quelque chose. Il a été un héros, mais quand un héros n'a aucune éthique, le plus grand cadeau qu'on doit lui faire, c'est de l'oublier à vie. De mémoire, je n'ai plus jamais lu une presse en Allemagne qui parle de Matthias Rust. À la limite, vous allez sur Wikipédia et vous retrouvez ce qu'il a fait de si grand. Chez nous, Abbas Kaboa n'a rien fait qui puisse nous amener à nous souvenir de ses bienfaits. Tout au plus, ce qu'il a fait est qu'il est sorti dire que le jour où on a arrêté Maître Joseph Kofigo, alors Premier ministre du Togo de la transition, lui, il était là-bas. Quand les militaires l'humiliaient, lui, Abbas Kaboa était là-bas. Quand il a demandé qu'on lui donne
une cigarette. Lui, il était là-bas. Il voyait le supplice que subissait le natif de Palimé. C'est tout ce qu'Abbas Kaboa, de mémoire, a fait de bien pour le Togo. Il continuera à narguer les Togolais. Quand je dis à narguer les Togolais, je pèse bien mon mot. Parce que l'homme n'a fait que penser à son ventre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais il est impensable qu'un homme atteigne l'épicurisme à ce point. Manger, boire. C'est-à-dire, c'est son corps seulement qui est la finalité de tout. S'il mange bien, il boit bien, on lui met à côté une femme, c'est déjà suffisant pour lui. Pour cela, il ne va pas manquer de jouer sur tous les tableaux. Parfois, il est dans l'opposition. Parfois, il est dans le parti au pouvoir. Parfois, il surfe même sur le tribalisme. Parce que, bon, quand les événements de 2017 viennent prendre le pouvoir de Faure Gnassingbé en étau, Abbas Kaboa est celui que le pouvoir va envoyer sur les plateaux de télévision. Pas au Togo, mais dans les pays frontaliers, au Bénin par exemple, où il ira raconter comment la révolution a tué lui, ses frères Kabié. Il les appelle même ses petits frères. Quand il finit, il devient député. Et vous savez tout ce qu'il a posé comme acte en tant que député. La finalité pour Abbas Kaboa, il faut toujours voir qui peut mieux me donner à manger. Je ne sais pas comment les gens éduquent leurs enfants, mais c'est comme ça, nous, on l'a connu. Et moi qui vous parle, j'ai connu Abbas Kaboa sur les réseaux. Certes, je le voyais à Sokodé dans les années 90, tout au début des démocraties. Il était dans une BM. Il sortait avec une midinette là, qui était, puis c'est dans notre quartier. La fille de l'imprimeur Noviso. C'est comme ça, nous, on l'a connu. Je me rappelle que, bon, quand on allait au Zinaria Night Club, tu pouvais le voir, des fois aussi, venir avec son groupe, avec des revolvers au point. Personne ne l'approchait. Je ne reconnais pas l'avoir approché. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais je savais que, bon, vraiment, c'est une broutille. C'était les gros bras des Adémans. Tout au début de la démocratisation au Togo. La suite de notre combat, vous l'avez écouté. Mais avant d'y arriver à notre combat, quand Abbas Kaboa dépose son baluchon en France, je suis le premier à l'appeler. Parce qu'il venait de dire qu'il est malade. Il a dit ça aux Togolais. Le pouvoir a envoyé une bordelle et laquelle bordelle l'aurait empoisonné. Mais quand il arrive en France, quand on est bien éduqué, il faut quand même appeler celui qui a été empoisonné. Donc chaque soir, je suivais de près ce qui se passait avec lui. Chaque matin, je l'appelais, grand frère, ça va? Vous êtes allé à l'hôpital? Non, j'attends ma soeur qui va arranger quoi, ainsi de suite. Je pense qu'il logeait chez une parente à lui. C'est comme ça. Abbas Kaboa a vécu en France. Et pour tout clore, nous avions passé une interview, l'interview est encore là. De Lynx Info à Abbas Kaboa. Sur les archives, vous allez sur le truc, sur Lynx Info, et puis bon,
dans le cadre de recherche, vous mettez interview Abbas Kabo à l'Info et vous avez ça. Vous avez l'interview pour votre mémoire. Je suis navré de vous dire que Abbas Kaboa, je le connaissais comme une broutille. Mais je le connaîtrai davantage quand quelqu'un va parler de sa vie privée. De sa vie privée. Vous savez, dans le temps, ce n'est pas les commentaires. Tu fais un article de presse, ce n'est pas les commentaires, on te répond. Jusqu'à nos jours, il y a encore, comment dirais-je, ce procédé. Donc, quelqu'un lui a rappelé qu'Abbas, son père t'a maudit. Il lui a décrit sa vie. Abbas Kaboa m'a appelé. Écoute, petit frère, tu peux me retrouver le nom de celui qui a fait ça dans les commentaires? Je lui dis oui. Il me dit donc, retrouve-moi ça. Je dis, mais dis donc. Donc, je dois trahir les lecteurs, c'est ça? Moi-même là, qui paye pour le site. Le site, ce n'est pas gratuit. Tu paies. Non seulement tu paies pour le site, tu paies aussi pour beaucoup de pigistes, tu as un peu partout dans le monde. Moi-même là, ils viennent, ils me tabassent. Je ne vends rien là-bas. C'est gratuit. Mais quand ils lisent là, ils te tabassent, ils t'insultent. Je ne me permets pas d'aller voir ou savoir qui m'a insulté. Grand frère, je ne pourrais pas le faire. Je suis désolé. Je ne pourrais pas. Je suis désolé. C'est comme ça. Il va se soigner ou ne pas se soigner. Je ne sais pas. Je ne saurais vous le dire. C'est pour ça, quand il y a eu les incendies des marchés à Lomé comme à Kara, nous étions les premiers à le défendre. Il était en France. Nous l'avons beaucoup défendu par article interposé. Beaucoup défendu. Il y a eu plusieurs étapes avec Abbas Kaboa et Lynx Info. Il y a l'étape même qui m'a effrayé. L'étape où je vais voir mon papa mourant pour quelques 3 ou 4 jours. Je ressors du Togo. Je ne sais pas s'ils ont Knaou, je ne sais pas. Je passe à Francfort, puisque j'ai garé ma voiture à Francfort. À l'aéroport, je prends ma voiture, j'arrive à la maison. Le temps de monter ma valise, de le déposer, mon téléphone sonne, je décroche à Abbas Kaboa. C'est Abbas Kaboa. Petit frère, c'est moi, Abbas. Mais grand frère, où vous avez trouvé mon numéro de téléphone? Là, tu penses que comme nous, on vous nous espionnez, vous écrivez sur nous, nous aussi nous vous espionnons. Ah, mais tu es venu au Togo, tu as fait tel nombre de jours, tu as visité ton père. Mais, c'est-à-dire, j'ai eu froid sous les pieds d'abord. Je me suis dit, mais les gars là auraient pu me rectifier, m'effacer de la carte du monde. C'est là que j'ai pris conscience que j'étais au centre. Je dis au centre de la communication au Togo. C'est là aussi je me suis dit, quand l'heure n'est pas arrivée là, tu ne meurs pas. Quand le temps n'est pas arrivé là, tu ne meurs pas. Tu as beau te protéger, tu as beau faire ce que tu veux. Quand la dictature ne t'a pas tué, dis que
dis-toi que l'heure n'est pas arrivée. Ou mieux, dis-toi, comme Poutine ou les Russes le disent, quand tu vas mourir par noyade là, tu ne vas jamais te pendre. Pour vous dire que, effectivement, j'étais à Paris le 2, le 3, le 4, le 5, je crois. Je me suis replié chez mes parents à Paris. Et un ami des États-Unis m'a appelé pour me dire que Abbas Kaboa est malade. Je lui ai dit, de quoi je m'en mêle? Il me dit, Abbas Kaboa est malade. Il est gravement malade. Je lui ai dit, ah bon? Et tu penses que c'est une valeur ajoutée? Abbas Kaboa n'est pas Mathias Rost. Lui, au moins, il a fait une prouesse. Avant de tomber en désuétude, pour la simple raison qu'il n'a pas su se comporter. Depuis que Abbas Kaboa est né là, les amis, lui n'a fait que du mal. Il faut laisser Abbas Kaboa là où il est. Nous sommes tous des humains, on peut être malade. On peut être malade. Mais, avant d'être malade, il ne faut pas faire du mal aux gens. La guerre de Abbas Kaboa et moi, qui s'est retrouvé sur la place publique, n'était pas ma guerre contre lui. C'était la guerre de Jean-Paul Omolou que je faisais contre lui. Les gens m'ont demandé, mais Camille, de quoi tu t'en mets? Lui s'en prend à Jean-Paul Omolou. Et toi, tu t'en prends à lui. Je dis, mais dis donc, les gars, c'est la palabra d'autrui, de l'autre, pardon, qui fait que quand on prend position, un peuple se développe. Ce n'est pas en regardant manger l'autre qu'on est un bon citoyen. Si Omolou a fait du mal, qu'on l'amène devant les tribunaux, qu'un juge tranche, mais que Abbas Kaboa vienne proférer, qu'on le brutalise, qu'on le fasse du mal. Mais ça, c'est très grave. Quand un citoyen peut se lever et donner l'ordre, la marche à suivre, pour traumatiser un autre citoyen, écartant pratiquement un juge, c'est que ça ne va pas. Quand je faisais ce combat, je ne savais même pas que le cas Kodjo va se mettre sur la place publique. Quand le cas Kodjo, Monseigneur Fanouko Kodjo arrive, je suis le seul au milieu de la République quand les autres regardaient. Ils regardaient. J'étais content qu'on salisse un prélat. Ça, c'est le cas Abbas Kaboa. Je vais maintenant brosser rapidement le cas parce que je fais d'habitude des trucs de 20 minutes. Je suis obligé d'aller plus loin. Le cas Ferdinand Haïté. Vous savez qu'on l'aime au Togo ou pas, le garçon a fait ce qu'il pouvait faire. Et fait encore. Vous n'avez jamais vu un Togolais qui quitte le Togo une fois arrivé en Europe et qui continue pas à faire ce travail citoyen. Quand nous étions arrivés ici il y a 25-26 ans, derrière, les Togolais étaient là. Ils disaient qu'ils luttaient pour le Togo. D'autres ont profité pour rançonner certains Togolais. Soit dit en passant, qui sont des partis politiques. Ils ont ramassé l'argent des Togolais. Ils ont bouffé les Togolais. Ils ont anéanti les Togolais. Mais, si vous êtes des partis politiques, mais continuez, non? Oui. Puisque celui-là, nous tous, nous combattons, n'est pas encore tombé. Pourquoi alors laisser? Ils ont laissé, ils ont fui. Ils sont dans leur maison maintenant. Et ils nous menacent, nous, qui continuons, d'être bêtes. Moi, j'ai reçu un jour un chez moi. Il dit, ben, si tu as tout ça là, pourquoi toi, tu fais encore la lutte?
Vous voyez le mental des Togolais, non? Pourquoi? Au lieu de me prendre pour un bien passant, j'ai entendu les gens me dire que je suis une crapule. Je suis un philosophe. C'est le nom même qu'ils me donnent. Que je suis un philosophe. Donc, si Ferdinand quitte la dictature au Togo, s'installe en France et ne fait pas ce que les autres Togolais font, c'est qu'il est différent. Lui, il faut l'applaudir. Il faut l'applaudir. Il est venu, je ne sais pas comment il vit, mais on sent que bon, on ne devient pas journaliste. On naît avec ça. De mal, quoi. Tu nais avec ça. On ne devient pas. Moi, j'ai cette interview de Sénène Andrea Mirado dans le temps. Pour ceux qui aimaient lire, parce que nous, on a commencé par lire, parce que nos parents étaient déjà dans la lecture. C'était des enseignants. Donc, quand tu es un enfant d'enseignant, il y a quelque chose qui reste. Et je parle des enseignants. Je ne parle pas de ce que vous voyez maintenant, qui vous disent qu'ils sont enseignants, mais sont pratiquement les destructeurs de l'éducation en Afrique et surtout au Togo. Sénène Andrea Mirado disait, on ne devient pas journaliste, on est avec ça. Vous voyez sur les plateaux de télévision et de radio au Togo, ils ne sont pas nés journalistes, ils sont devenus. C'est pour ça, quand il y a à prendre l'argent, ils vont dans tous les sens. Mais quand tu as ça dans l'âme, tu peux même prendre l'argent, mais tu restes toi-même encore. Tu restes toi-même encore. C'est ça, Ferdinand. Je ne fais pas son apologie, vous me connaissez. Si je vais aussi critiquer, je critique. C'est comme ça que les peuples se développent. J'ai voulu dire ici aux petits tintés, aux petits oies, aux tondus et aux pélés qui sortent. Il a fait quoi? Voilà un gars qui vous retrace le drame que vous traversez au Togo. Si vous approchez les sachants, ils vont vous retracer tout ce que Ferdinand dit. C'est ça la triste réalité. Comme on a eu des églises qui ont travaillé avec le dictateur, les imams qui ont travaillé avec le dictateur, les Bokono qui travaillent avec le dictateur. D'ailleurs, les Bokono et le dictateur, hier comme son fils aujourd'hui, ils sont plus qu'amis. Je me rappelle encore de cette anecdote-là entre Agbome et Adema dans l'affaire de Maître Agbebo. Quand ils ont arrêté Maître Agbebo, la vraie version, c'est quoi? Effectivement, Agbome Kodjo n'a jamais été tendre avec le CAR. Il y a eu des députés du CAR qui ont eu beaucoup de problèmes. D'autres, un a été brûlé, je me rappelle très bien, quand d'autres devraient prendre l'exil. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Dans le cas d'Agbebo, Adema avait un contentieux qu'il voulait régler avec Agbebo. Mais il devrait le faire par une autre main. Donc, quand il a appris qu'Agbebo Kodjo et Maître Agbebo ont des problèmes, il a voulu utiliser Agbebo Kodjo. Il dit à Agbebo Kodjo que Maître Agbebo lui a insulté. Il n'a qu'à porter plainte. Agbebo Kodjo se disait, nous sommes des frères, des cousins, Maître Agbebo et moi. Je traverse son village avant d'arriver dans mon village. S'il y a des problèmes sérieux, celui-là ne peut pas quand même amener devant les tribunaux. Et Adema a insisté. Il a tellement insisté que Agbome lui dit qu'il a peur de porter plainte contre Maître Agbebo parce que le village de Maître Agbebo, ils sont nantis de sorcellerie.
et lui doit passer là-bas pour aller dans son village. Et il a peur de ces gens-là. Donc lui ne peut pas porter plainte contre lui. Et Adema accepte. Très tôt le lendemain, Agbemi appelle et Adema appelle Agbemi de le rejoindre chez lui, à Lomé 2. Quand il arrive très tôt le matin, tous les, comment dirais-je, les marabouts cabiers, il n'a pas pris d'autres étrangers. Il a ramené tout ce qu'il y a comme marabout en pays kabien. Les kabiers, les vrais. Il dit, bon, voilà, j'ai amené mes propres trucs. Ils ont dit que si tu portes plainte contre Maître Agbebo, rien ne se passera. Et nos fameux frères charlatans kabiens, pas les marabouts, les charlatans, alors kabiens, l'un après l'autre, ont fait la démonstration que s'ils portent plainte, rien ne va se passer. Pour rappeler, il a porté plainte, on a pris Maître Agbebo, on a jeté en prison. C'est pour cela, quand Maître Agbebo sort de tout ça là, pour se réconcilier, s'entendre, ça n'a pas été trop difficile que ça. Parce qu'il savait qu'il manipulait. Mieux, si vous vous rappelez, en 2020, le parti qui a le plus soutenu la victoire d'Agbemi Kodjo, c'était le cas. C'est pour ça Agbemi Kodjo a toujours regretté, je dis regretté, que Maître Agbebo meurt quand justement lui il avait besoin de lui. Voilà pour vous dire que tout ce que Ferdinand dit, ce sont des choses vraies. Si on continue dans la même lancée, je vous ai parlé des deux buffles qui doivent trancher en dernier recours qui peut être ministre ou pas. Il y a une liste de ministrables là, qu'Adema doit amener à pied devant de deux bêtes, des buffles, qui doivent dire si celui-là est bon pour mon pouvoir ou pas. Ils ont toujours fait ça. Ça retarde certes les pays africains, mais beaucoup n'aiment pas y en parler. Beaucoup n'aiment pas y en parler. Quand vous voyez la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et Cancard, tout ce que vous voulez, c'est plus ou moins l'occultisme là, la magie noire, ce qui a un peu rapport à nos traditions aussi, pas nos traditions, je veux dire, à notre manière de voir le monde. Ils tuent aussi des hommes, tuent des enfants. Ils pratiquent de l'occultisme qui font froid dans le dos. Bon, dire maintenant que ça peut tenir tout un pays, je ne saurais vous le dire. Parce que moi, je ne vois pas en quoi leur occultisme peut m'empêcher de faire ce que je fais là. Moi, je ne vois pas en quoi. S'ils sont tellement forts là, ils n'ont qu'à envoyer les occultes là ici. Ils vont s'arrêter devant ma porte ici. Vous voyez? Il ne faut pas aussi que nous laissons tomber parce qu'ils auraient des charlatans, des marabouts, des quoi, ainsi de suite, des chameaux, tout ça là. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut traquer le charlatan, il faut traquer le marabout. Il faut lui dire tout ce qu'il a fait là, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Tout ce qu'il a dit là, je ne vois pas ce qui est faux là-bas. Il n'y a rien de faux là-bas. Je dis et je le répète, il n'y a rien de faux. Si vous continuez même, si on vous décrit dans quoi ces gens-là sont, vous allez vous arracher les cheveux. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu souhaiter à toutes et à tous une bonne journée dominicale et remercier à ces femmes du côté de la ville de Hambourg qui ont demandé une prière pour Monseigneur Fanuko Kodjo. Aujourd'hui, il y aura une messe en l'honneur de Monseigneur Kodjo dans la ville de Hambourg. Je l'ai appris il y a quelques jours
Et j'ai voulu dire à toutes et à tous, ceux qui iront comme ceux qui n'iront pas, de prier beaucoup. Prière et union dans l'action. Je suis convaincu que Tchoko Tchoko, on peut effacer la pègre qui tient le Togo comme une pieuvre. Bonne journée à vous toutes et bonne journée dominicale encore. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.